Bonjour et bienvenue dans Questions experts. Nous allons aujourd'hui parler de l'impact des écrans sur la santé de nos enfants. Selon la 4e édition de l'Observatoire de la vue, les petits Français y passent près de 2 heures par jour. C'est beaucoup trop, selon la lanceuse d'alerte et médecin en PMI, Anis Ducanda. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau pour répondre aux nombreuses questions que nous ont envoyées les internautes. On va commencer par une première interrogation de Juliette qui nous demande « Quel risque les enfants courent-ils à être surexposés aux écrans ?» Alors le premier risque, c'est l'addiction, parce que les écrans apportent du plaisir sans effort, ce que notre cerveau humain recherche. Et puis des troubles de l'attention à tous les âges, des troubles du sommeil, des troubles de l'intolérance à la frustration et à l'effort. Chez les tout-petits, langage, développement intellectuel, développement moteur et troubles de la relation. Et chez les plus grands, mal-être, voire dépression, tentative de suicide, difficultés scolaires, troubles 10. Vous parlez même dans le livre que vous venez de publier aux éditions du Rocher d'un nouveau syndrome qui a émergé suite à la surexposition aux écrans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est ? Alors, vous parlez sans doute du syndrome épée. Si les enfants sont beaucoup devant les écrans quand ils sont tout petits, et les parents, nous sommes tous de plus en plus devant nos écrans, il y a à ce moment-là une carence d'échange et d'interaction qui donne chez l'enfant des troubles de la communication et de la relation, qui peut tout à fait se confondre avec des troubles de l'autisme. Et pour bien faire la différence, on a décidé d'appeler ça le syndrome épée, pour exposition précoce et excessive aux écrans. Mais c'est complètement différent. Dans l'autisme, les troubles sont dans le cerveau de l'enfant dès la naissance, voire avant, et sont difficilement, en partie seulement récupérables. Et quand c'est lié aux écrans, la cause est environnementale et les connexions cérébrales n'ont pas pu se faire ou pas pu se faire correctement. Donc c'est très important de poser la question des écrans, puisque la conduite à tenir va être très différente et on peut récupérer tout à fait bien chez un tout petit syndrome épée. Ce sont des problèmes que vous observez dans votre pratique de médecin, mais est-ce qu'il y a des études qui démontrent réellement que les écrans peuvent être nocifs pour la santé? Alors ça, c'est très important, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut et n'importe quoi, et beaucoup nous ont dit d'ailleurs qu'il n'y avait pas d'études, mais en fait, elles sont quasiment toutes en anglais. Les études sont publiées en anglais, et elles sont au nombre de plus de 5200. Et il suffit d'aller sur le moteur de recherche PubMed sur votre ordinateur, de mettre des mots-clés, comme Screen Time Children, et vous avez là plus de 5000 études montrant le lien très nettement entre surexposition aux écrans des enfants et troubles. Est-ce que vous pouvez nous en citer une en particulier ? Alors, il y a celle de Madigan, en 2019, canadienne, qui a été élaborée sur 2441 enfants de 2 ans à 5 ans, qui montre de façon très claire, donc sur un grand nombre d'enfants, que plus les enfants ont d'écran à 2 ans, et plus ils ont des retards cognitifs à 3 ans et 5 ans. Et cette étude est très intéressante parce qu'on nous dit des fois, mais les troubles préexistaient peut-être déjà avant les écrans, ou bien c'est parce qu'ils ont des difficultés qu'ils vont rechercher l'écran. Alors les chercheurs ont fait aussi des études qui montrent que si les enfants ont des retards cognitifs à 2 ans, à ce moment-là, ils ne sont pas plus sur les écrans à 3 et 5 ans. Donc on montre bien une vraie corrélation, voire une vraie causalité entre surexposition aux écrans et troubles. Vous recevez aujourd'hui dans votre cabinet 7 fois plus d'enfants qui souffrent de troubles liés aux écrans qu'il y a 15 ans. Est-ce qu'on peut dire que toute la nouvelle génération est menacée par ces écrans ? Alors, il y a des enfants qui vont bien, mais il y a de plus en plus d'enfants qui vont mal, et le chiffre est épidémique. On sait, sur une thèse qui va être publiée dans quelques jours de médecine générale, que seulement 9% des enfants de moins de 3 ans suivent les recommandations du carnet de santé, et 54% ont plus d'1 heure d'écran par jour, alors que les recommandations, c'est 0. Et chez les grands, on a aussi des chiffres très très importants. Les écrans font partie de notre vie. Les parents télétravaillent, utilisent les écrans pour tout. Et les enfants prennent les habitudes familiales. Et comme on va le dire peut-être un peu plus tard, mais il y a peu de messages de prévention finalement, on a effectivement toute une génération qui est menacée. Et donc je vous remercie d'ailleurs de m'inviter aujourd'hui, car c'est beaucoup grâce aux médias qu'on sensibilise à ce problème. Nous avons aussi reçu sur Instagram une question de Janouta qui nous explique que sa fille fait des cauchemars et elle nous demande si ça peut être lié à l'utilisation des écrans.
Alors, ça peut être lié à d'autres choses. D'ailleurs, beaucoup de troubles que je cite dans mon livre peuvent être dus à autre chose. Et si on ne pose pas la question des écrans et si on n'essaye pas le sevrage, on ne peut pas savoir. Oui, ça peut tout à fait être lié aux écrans, puisque il y a beaucoup d'enfants qui regardent des images inadaptées. Ça peut être déjà un petit dessin animé un peu violent à 18 mois. Et puis, par exemple, on parle beaucoup du phénomène Squid Game, qui fait 110 millions de téléspectateurs. Et beaucoup de parents regardent avec leurs enfants. Ça ne leur fait pas grand-chose et ils ont l'impression que ça ne va pas faire grand-chose non plus à l'enfant. Ce n'est pas du réel. Et on a des enfants qui regardent, puisque dans la cour de récréation, les enseignants nous disent que les tout-petits recréent les scènes où les joueurs finalement sont éliminés en étant tués. Et donc, les enfants sont frappés à l'école. Et puis, moi, j'ai des parents que je vois avec des enfants de 5 ans qui voient des films d'horreur. Et il suffit effectivement de questionner, d'arrêter ces images inadaptées, et souvent les choses rentrent dans l'ordre, si c'était en tout cas dû à ces images inadaptées pour l'âge. Autre question d'Anita qui nous demande si les écrans rendent les enfants nerveux. Alors oui, les écrans peuvent rendre les enfants nerveux. Alors, il faut bien comprendre que les écrans stimulent chez l'enfant l'attention réflexe involontaire. Celle qui fait qu'on va réagir dès qu'il y a quelque chose qui bouge et qui fait du bruit. Ça nous permet d'échapper au danger et de chasser. Et donc, ça surexcite l'enfant par rapport à l'univers réel, le monde réel, qui est quand même beaucoup plus calme et posé. Donc, on a vraiment le premier trouble, c'est les troubles de l'attention et l'agitation. Donc, Anita doit se poser la question en fonction de son âge, l'âge de l'enfant. S'il a moins de 6 ans, est-ce qu'il a plus de 15 minutes par jour d'écran ? S'il a plus de 6 ans, plus d'1 heure par jour d'écran, et ça peut être ça. Elle arrête, et ce symptôme, il s'estompe en 3 semaines quand c'est dû aux écrans. On va justement passer aux conseils pratiques parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont un petit peu perdus, faut bien le dire. Qu'entendez-vous par surexposition aux écrans ? C'est-à-dire qu'à partir de combien de temps est-ce qu'un enfant exposé aux écrans se trouve dans une situation dangereuse ? Alors, dès la première minute, si c'est un contenu inadapté, c'est-à-dire ultra-violent, pornographique, cyberharcèlement. Mais pour un contenu qui est adapté, on a vérifié l'âge, etc. Donc pour les moins de 6 ans, c'est 15 minutes par jour. Et pour les plus de 6 ans, ça dépend des études, 30 minutes à 1 heure par jour. C'est le temps quotidien que vous conseillez ? Alors oui, sauf que je ne le conseille pas en temps quotidien parce que c'est une addiction. Et j'ai des parents qui m'ont dit, ça dépend des enfants tout ça, on donne des généralités, mais ça dépend des enfants. Je lui mets 15 minutes de dessin animé par jour. Mais quand j'arrête, c'est une crise, il est insupportable. Et si je lui mets tous les jours, il ne fait rien tant qu'il n'y a pas son petit dessin animé. Donc il vaut mieux des jours sans écran, à tous les âges. Donc pour les moins de 6 ans, je préconise 30 minutes le mercredi, samedi, dimanche. C'est les repères des jours sans école pour quand ils seront à l'école. Idem les jours de vacances. Et pour les plus de 6 ans, au lieu de faire 1 heure par jour, 2 heures le mercredi, samedi, dimanche, y compris les vacances. Très intéressant. Et pour les tout petits, de 0 à 3 ans, on entend beaucoup pas d'écran avant 3 ans. Est-ce que c'est quelque chose effectivement que vous confirmez ? Alors, pas d'écran avant 3 ans, ce serait l'idéal. Voire même avant 6 ans, parce qu'il n'y a aucune utilité d'un écran avant 6 ans, et ça leur donne le goût de choses pas très bonnes pour le développement cérébral. Mais disons qu'en tout cas, 0 écran de 0 à 2 ans. Vraiment, c'est le moment de structure de base. Beaucoup de choses se mettent en place dans le cerveau de l'enfant et dans les compétences de l'enfant, et mieux, 0 écran de 0 à 3 ans. J'ai justement reçu une question de Clémentine, c'est une jeune maman de 28 ans. Elle nous demande, si je fais regarder à mon fils de 2 ans 15 minutes tous les soirs de petites comptines pour enfants sur mon téléphone, est-ce que c'est nocif ? Alors, les études montrent que 15 minutes de petites comptines pour un tout petit, ce n'est pas nocif. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il peut faire une crise parce que sa mère arrête. Et puis, on lui donne le goût de quelque chose qui est inutile pour lui, voire toxique. Donc, il faut plutôt leur donner tout petit, on va peut-être le développer tout à l'heure, des très bonnes habitudes de jeu et d'occupation. Même question concernant les appels vidéo qu'on peut passer, par exemple, aux grands-parents. Ça s'est beaucoup développé pendant la pandémie de Covid-19. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est recommandable ou pas ? Alors, si ce n'est pas plusieurs heures par jour, allez-y, foncez, discutez avec mamie et papy par FaceTime à l'autre bout du monde. Il va y avoir des mimiques, un langage complètement adapté. C'est mieux en réel, bien sûr, mais c'est très important qu'il y ait ce contact avec la famille quand, justement, on ne peut pas les avoir en présentiel. Est-ce que ça a aggravé le problème des écrans, la pandémie ? Alors, ça a nettement aggravé le problème. Et il y a plusieurs études. Une faite par la PMI de Paris qui a montré que les tout-petits étaient 2 à 3 fois plus devant les écrans. Et l'ONAPS, en juin 2020, suite au premier confinement, a montré que les enfants étaient sur les écrans 69% de plus
de temps, les adolescents 60% et les adultes 40%. Il faut savoir que les écrans, en dehors du temps de sommeil, c'est la première activité des enfants et c'est 1/3 de leur temps d'éveil. C'est astronomique actuellement les temps d'écran. Vous avez commencé à l'évoquer avec Squid Game. Est-ce qu'il y a des contenus numériques à privilégier plutôt que d'autres? Alors, tout à fait. Pour un tout petit, il faut faire attention que ce soit des dessins animés, des comptines ou des petits jeux éducatifs adaptés à l'âge, lents pour des dessins animés, avec du langage, où on voit des personnages qui ont des yeux, des nez, une bouche, parce qu'il y a certains contenus qui n'ont rien du tout pour être justement multipliés à des milliards d'exemplaires sur la planète. Donc vraiment, c'est très important. Et pour les plus grands, il faut toujours vérifier l'âge. Que ce soit un jeu vidéo. Les enfants peuvent jouer à un jeu vidéo adapté avec leur cousin à 10 ans. Un jeu vidéo, un film ou autre chose, il faut vraiment vérifier l'âge. Et plus ils sont petits, plus il faut regarder avec eux. Et en dessous de 6 ans, c'est toujours accompagné. Même question concernant les supports. Est-ce qu'il faut par exemple privilégier la tablette à la télévision? Alors je dirais que les écrans mobiles, tablettes et téléphones sont plus dangereux parce que l'enfant est encore plus isolé avec son écran du monde qui l'entoure, des choses qu'il y a dans la pièce et de ses parents qui sont avec lui, par exemple. Donc il vaut mieux la télé, à la limite, qui est dans la pièce familiale. L'enfant est à quand même plus d'1 mètre et ça peut être beaucoup plus partagé. Donc attention aux écrans qui isolent les enfants. Certains disent si l'écran est éducatif, à ce moment-là, c'est positif. Et 60% d'ailleurs des parents de tout petits, 0-2 ans, utilisent les écrans parce que c'est éducatif. En dessous de 6 ans, aucun écran n'est éducatif. L'enfant a besoin de découvrir le monde réel en 3 dimensions, avec tous ses sens, et d'avoir des interactions humaines en face à face réelles. Il y a aussi une question de Nadera qui nous demande « Est-ce que la télévision allumée est nocive pour mon fils si elle est dans la pièce dans laquelle il joue ?» Alors, c'est une question très importante. Beaucoup de parents et de professionnels oublient que la télévision allumée en arrière-plan, même si l'enfant ne la regarde pas, mais qu'il est dans la pièce, est toxique pour lui. Et les études ont montré que si la télé était allumée en arrière-plan, l'enfant entend que 155 mots par heure des personnes qui sont dans la pièce avec lui. Et si la télé est éteinte, il entend 955 mots par heure. Donc il y a moins d'échanges, moins de mots entendus directement d'un humain, et l'enfant vocalise moins. Alors on se dit, mais l'enfant, il entend des mots de l'écran, c'est aussi du langage. Et il y a des études qui ont montré que si des mots sont entendus par un jeune enfant, d'un personnage dans une télé, même si c'est ses parents, le mot n'a pas de sens et n'apprend pas à l'enfant à parler. Il faut que ce soit en présentiel. Et ça s'appelle le déficit vidéo ou le déficit de transfert. Ça, c'est très important. Et puis, la télé allumée en arrière-plan interrompt sans cesse le petit dans son jeu. Donc, l'enfant est en train de construire des connexions cérébrales parce qu'il fait des expériences dans la vie réelle, on l'a dit tout à l'heure. J'encastre les cubes, je me demande quel cube il faut mettre, etc. Comment je dois placer mes mains. Et à ce moment-là, il est interrompu souvent par la publicité. Et quand il revient sur son jeu, il ne sait plus où il en était, il ne le reprend pas. Et donc, le cerveau ne va pas créer du tout les connexions cérébrales qu'il aurait dû créer. Si, comme Nadera, vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez nous contacter sur Twitter, Facebook et Instagram avec le hashtag QAE. On va renverser à présent un petit peu la perspective. On voit énormément de parents, notamment au parc, qui sont sur leurs écrans. Est-ce que ça aussi, ça peut être nocif au développement de l'enfant? Alors, c'est encore une toxicité indirecte, encore plus indirecte pour l'enfant, dont on commence à percevoir les effets délétères, et ça s'appelle d'ailleurs la technoférence. La technoférence, c'est l'interférence des outils numériques dans les relations humaines. Et des études ont montré, notamment au parc, que des parents qui vont au parc avec leurs enfants vont être 5 fois plus distraits par leur téléphone que par n'importe quoi d'autre. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient leur parler ou ils sont sur un livre, ils vont être quand même plus à l'écoute de l'enfant, à regarder ce qu'il fait, percevoir un petit coucou de la main ou un petit regard et pouvoir dire « Ah, c'est bien, tu t'amuses bien ». Donc, vraiment, les écrans isolent et coupent les relations des parents et des enfants et c'est extrêmement nocif. Une autre étude a montré que si le parent est en train d'apprendre un mot à son jeune enfant, et qu'à ce moment-là, il est interrompu par une notification de son téléphone, alors le mot n'est pas appris par l'enfant. Et une troisième étude a montré que si les parents étaient en train de faire une petite activité éducative avec l'écran, on va se dire c'est partagé avec le parent, donc il n'y a pas de problème. Eh bien, à ce moment-là, les interactions sont quand même de moins bonne qualité que s'ils sont en train de jouer avec un jeu réel. On est tous attirés par l'écran, l'enfant et le parent regardent l'écran, et donc l'échange et la qualité relationnelle est beaucoup moins bonne. Quels sont les symptômes
qui doivent alerter les parents ou les professeurs d'un enfant qui est surexposé aux écrans? Alors, tous les symptômes. Quand l'enfant a une difficulté, retard, trouble du comportement, trouble scolaire, il faut penser en 2021 aux écrans. Trouble du langage, trouble de concentration, trouble 10, des colères, intolérance à l'effort, à la frustration, des enfants isolés, qui ne jouent pas avec les autres quand ils sont petits. Et vraiment, ça c'est très important, tous les troubles. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Alors c'est compliqué. Beaucoup de professionnels me disent, on voit bien, on sait bien, l'enfant est surexposé aux écrans, on ne sait pas trop comment le dire aux parents, c'est un peu de l'ingérence. Donc je pense que c'est de notre devoir d'alerter les parents avec beaucoup de bienveillance. On est devant les écrans parce que toute la société nous pousse à être devant les écrans. Donc les parents ne sont pas informés ou mal informés. Donc il faut, je pense, prévoir un rendez-vous avec les parents. Ça peut être avec la psychologue de la crèche pour un petit, avec la psychologue scolaire pour un plus grand, et poser tranquillement la question des écrans et leur dire, voilà, peut-être que le trouble de votre enfant, il est dû à ça, on n'en sait rien, est-ce que vous êtes prêts à arrêter? Si les parents ont du mal, il faut trouver de l'aide. Est-ce que vous pourriez avoir une grand-mère, un oncle, de l'aide dans votre entourage, et voir aussi avec des professionnels. Pour un petit, lieu d'accueil parents-enfants, PMI pour le soutien à la parentalité, pédopsychiatre pour un plus grand. Vraiment, les parents n'ont pas été préparés, ont du mal à gérer ça, donc il faut vraiment les aider. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit à propos du syndrome de l'épée, la plupart de ces symptômes sont réversibles. Alors, c'est plus ou moins réversible. Pour un tout petit, le cerveau est très plastique, c'est pour ça qu'il est abîmé si l'environnement n'est pas adéquat, mais il peut être réparé si l'environnement est adéquat. Donc oui, mais comme ils ont des fois été quand même 2 ans devant les écrans, je vois des petits de 3 ans qui ont été devant les écrans 5 heures par jour de 1 an à 3 ans. Ils ont un syndrome épée. On va arrêter les écrans, tous les troubles qu'on peut confondre, on a dit que ce n'était pas de l'autisme, mais on peut confondre, vont s'arrêter, mais l'enfant il est en retard. Retard de langage, retard intellectuel. Et donc des fois on a des enfants tellement gravement atteints qu'on a du mal à tout récupérer. Mais tout est réversible en partie, voire en totalité. En tout cas, c'est très positif. Il faut absolument que les parents arrêtent les écrans et l'enfant va redémarrer son développement avec un retard qu'il peut combler, en tout cas en partie. Et vous avez malheureusement été confronté à des cas irrécupérables. Alors, quand ce n'est pas les écrans, on peut arrêter les écrans autant qu'on veut, ça n'a rien à voir. Des fois, les écrans ont aggravé un trouble, donc ça a quand même beaucoup aggravé les troubles. J'ai aussi des cas irrécupérables parce que les parents n'ont pas réussi à arrêter les écrans, parce qu'ils n'ont pas eu d'aide. Et j'ai des parents qui ont arrêté les écrans. L'enfant a évolué de façon spectaculaire en 5 semaines. Plus de troubles autistiques ou qui ressemblent à l'autisme, développement d'un langage extrêmement riche et qui ont remis les écrans parce qu'ils m'ont dit que c'était trop dur. Et l'enfant a de nouveau eu des troubles. Donc on voit combien c'est compliqué pour les parents et il faut les aider. Vous expliquez dans votre livre qu'il y a des enfants qui arrivent à l'école avec des troubles liés aux écrans. Comment se fait-il que ces enfants ne soient pas détectés plus tôt ? Parce qu'il y a quand même les rendez-vous réguliers avec les pédiatres, même si on ne va pas au PMI, on se demande un petit peu comment c'est possible. Alors, les médecins n'ont pas du tout été formés sur les écrans. Commencent un peu, mais à peine. Ensuite, le médecin, quand on va chez le médecin, c'est souvent parce qu'il est malade, on a 20 minutes, donc c'est quand même pas du tout approprié. Les professionnels petite enfance ont la chance d'avoir l'enfant sous leurs yeux toute la journée, d'être formés sur le développement de l'enfant, les besoins de l'enfant, le jeu, peut-être plus que le médecin qui est formé sur les maladies. Et donc c'est vrai, les enfants avec des troubles liés aux écrans sont souvent dépistés par la crèche, l'halte-garderie, l'enseignante à l'école. Et donc c'est pour ça que les médecins, on va le dire tout à l'heure, ont besoin vraiment d'être formés sur cette question. La Chine a pris des mesures drastiques dernièrement pour lutter contre l'addiction aux jeux vidéo. Est-ce qu'en France, sans peut-être aller jusque-là, est-ce qu'en France, il y a des choses à mettre en place pour lutter contre la surexposition des écrans ? Il y a beaucoup de choses à mettre en place. C'est quand même des troubles évitables et réversibles en partie ou en totalité. Donc, il faut un grand plan national de prévention et de lutte contre la surexposition aux écrans avec autant de moyens que la Covid, parce que c'est beaucoup plus dramatique à la limite pour les enfants que la Covid. Donc, informer les parents tous les jours. Les messages ils doivent être martelés sur la toxicité des écrans, notamment pour les petits, donc autant que les gestes barrières. Former les professionnels, on l'a dit, quand on rencontre un enfant, penser aux écrans, accompagner les parents. Et puis des études, il y en a assez, on n'a pas besoin d'autres études pour entamer ce plan, mais on a besoin d'autres études pour confirmer, pour avancer et pour développer la recherche, bien sûr, sur cette question. On va terminer par une question très pratique de Mélie Amine. C'est une question que se posent de nombreux parents. Comment dire non à un enfant qui veut continuer à regarder son écran ? Alors, c'est très important
vous ne laisseriez pas votre enfant consommer de la drogue ou de l'alcool. Donc il faut déjà avoir cette même conviction. Donc c'est pour ça qu'il faut informer les parents. Pourquoi on dit non? Ensuite, il faut expliquer que qu'il ait 2 ans, 3 ans ou 18 ans, il faut lui expliquer pourquoi. Et c'est au rôle de parent de mettre des règles. Donc ils vont faire des crises, les enfants. Au bout de 3-4 heures d'écran par jour, on devient addict. Souvent. Les tout petits se tapent la tête contre les murs ou le sol, crient, hurlent. C'est très difficile. Et les plus grands, ils peuvent être agressifs à la maison, même contre leurs parents, et tout casser à la maison. Donc il faut dire non en disant « je vais limiter parce que c'est pas bon pour toi ». Quand il est tout petit, s'il a des troubles, on arrête. Quand ils sont grands, on peut garder des troubles, il faut les restreindre à ce qu'on propose pour ceux qui vont bien. C'est-à-dire 2 heures, le mercredi, le samedi et le dimanche. Et j'explique à l'ado pourquoi. Pourquoi je ne te laisse pas un téléphone à 11 ans? Parce qu'il y a des prédateurs sexuels, on n'a pas le temps d'en parler là. Si je te laisse sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos violentes, ça va te traumatiser. Mais on peut regarder un film tous ensemble, samedi soir, adapté à ton âge. Tu peux jouer avec ton cousin. Donc voilà, ce n'est pas 0 écran après 6 ans et après 3 ans. On explique bien à l'enfant. Mais le non, il est indispensable pour la santé psychique, physique et socio-émotionnelle de l'enfant. Et bien, par exemple, à mon fils de 2 ans, je dois lui expliquer pourquoi je coupe l'écran. Complètement. C'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ton cerveau, tu vas abîmer tes yeux, tu vas être énervé après, etc. Et donc, on explique, on fait. Alors, sur le site Cause, sur exposition-écran.org, vous avez la charte familiale. Imprimez-la. Faites-la à votre sauce, il y a des règles, il n'y a pas d'écran lundi, tu as 2 tchoupis le mercredi, toi tu peux jouer aux jeux vidéo le mercredi 2 heures, etc. Il n'y a pas d'écran à table pour papa et maman et tout le monde signe la charte. Et on se réfère à cette charte pour tenir bon et pour dire non. Très bien. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Annelise Ducanda pour la clarté et la précision de vos réponses. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation et surtout pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette vidéo comme d'habitude sur notre site Pourquoi Docteur et notre chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous avec grand plaisir pour ma prochaine émission qui portera sur l'endométriose. Au revoir.